Mes parents m'ont abandonnée dans le désert brûlant alors que j'étais enceinte de 6 mois, pendant notre voyage en famille. Fais une bonne promenade et détends-toi, a lancé ma sœur en riant alors que la voiture démarrait en trombe, me laissant seule au milieu de nulle part. Ce sera un bon exercice pour toi et le bébé. Sa voix s'est perdue dans le vent. Peut-être que la chaleur te remettra les idées en place, a ajouté mon père depuis la fenêtre. Les femmes enceintes ont besoin d'air frais de toute façon, a renchéri ma mère. Ils ont jeté ma bouteille d'eau vide par la fenêtre. Tu auras besoin de ça. Ils sont partis en riant pendant que je restais là, sous une chaleur de 110 degrés Fahrenheit, 43 degrés Celsius, sans ombre et sans eau. J'étais à des kilomètres de la moindre ville. Ma robe de maternité me collait à la peau, déjà trempée de sueur bien que je ne sois restée debout là que pendant 3 minutes. La chaleur était suffocante, s'abattant sur moi comme un poids physique. Mon ventre de 6 mois de grossesse me paraissait plus lourd que jamais alors que je regardais le SUV de ma famille disparaître dans un mirage de vagues de chaleur à l'horizon. Ils avaient tout planifié. La prise de conscience m'a frappé plus durement que la température n'aurait jamais pu le faire. Ce n'était pas une mauvaise blague spontanée qui était allée trop loin. Ma sœur, Brittany, avait suggéré l'itinéraire panoramique à travers le désert. Ma mère avait préparé des collations légères, mais avait commodément oublié les bouteilles d'eau supplémentaires. Mon père avait insisté pour que nous nous arrêtions à cette aire de repos précise, prétendant devoir vérifier quelque chose sur la voiture. La bouteille en plastique vide qu'ils avaient jetée à mes pieds se moquait de moi, là où elle avait atterri dans la poussière. Mon téléphone était inutile dans ma poche, sans réseau. Non que je me sois attendue à autre chose ici. La ville la plus proche était à au moins 25 km en arrière, peut-être plus. Aucune autre voiture n'était passée pendant les 20 minutes où nous étions garés avant qu'ils ne m'abandonnent. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Brittany m'en avait toujours voulu, mais cela dépassait toutes les limites imaginables. Elle avait été furieuse lorsque j'avais annoncé ma grossesse à ce qui était censé être sa fête de fiançailles. Peu importait que je n'ai pas su qu'elle prévoyait d'annoncer quoi que ce soit ce soir-là. Son petit ami l'avait quand même demandé en mariage, mais elle m'avait reproché depuis lors de lui avoir volé la vedette. Nos parents avaient immédiatement pris son parti. Ils le faisaient toujours. Brittany était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'étais apparemment une déception depuis ma naissance. Tomber enceinte sans être mariée n'avait fait que confirmer tout ce qu'ils avaient toujours cru de moi. Le père du bébé, mon petit ami depuis 3 ans, était parti dès qu'il l'avait appris, ce qui leur avait donné encore plus de munitions. Mais tenter un meurtre car c'est bien de cela qu'il s'agissait, peu importe comment ils essaieraient de le présenter plus tard. Laisser une femme enceinte dans le désert sans eau, sans abri et sans moyen d'appeler à l'aide n'était ni une farce ni une forme d'amour vache. Il s'était éloigné en sachant pertinemment que je pourrais mourir ici. Le soleil tapait sans pitié. Je sentais déjà ma peau commencer à brûler malgré la crème solaire que j'avais appliquée ce matin-là. Combien de temps les gens survivaient-ils dans de telles conditions? Quelques heures? Moins? J'avais lu quelque part que la déshydratation pouvait tuer en seulement 3 heures dans une chaleur extrême. Mon bébé a donné un coup, un petit mouvement qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Je devais survivre à ça. Pas pour moi, mais pour la petite vie qui dépendait de moi. Revenir à pied vers la dernière ville semblait impossible, mais rester sur place garantissait la mort. Je me suis mise en marche, chaque pas délibéré et prudent. La route scintillait devant moi, l'asphalte probablement assez chaud pour y faire frire un œuf. Je suis restée sur l'accotement, où le sol était simplement brûlant au lieu d'être insupportable. Mon esprit divaguait pendant que je marchais, en partie à cause de l'épuisement dû à la chaleur qui s'installait déjà, en partie à cause du choc. Les voyages en famille avaient aussi été l'idée de Brittany. Elle avait insisté sur le fait que nous devions renouer les liens pour surmonter la tension de sa fête de fiançailles. J'avais hésité, mais ma mère m'avait personnellement appelé pour me faire pression. La famille est importante, avait-elle dit. Brittany essaie de te tendre un rameau d'olivier. Quel rameau d'olivier, plutôt une corde au cou. La sueur coulait sur mon visage, me piquant les yeux. Ma vision devenait floue sur les bords. Chaque inspiration était comme inhaler du feu.
Le bébé a donné un autre coup, plus fort cette fois, presque frénétique. J'ai posé une main sur mon ventre, essayant de transmettre une assurance que je ne ressentais pas. On va s'en sortir, ai-je murmuré. Je te le promets. Le bruit d'un moteur a percé le brouillard induit par la chaleur. Pendant un instant terrifiant, j'ai cru que ma famille était revenue pour finir ce qu'elle avait commencé. Mais le véhicule qui approchait par derrière était un pick-up blanc, pas notre SUV. Je me suis retournée, agitant désespérément les bras. Le camion a ralenti, puis s'est arrêté. Une femme d'une 50aine d'années est sortie, son visage buriné plissé d'inquiétude. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ici? Ma famille m'a laissé, ai-je réussi à croasser. Ma gorge était comme du papier de verre. Je suis enceinte. 6 mois. Pas d'eau. Elle n'a pas perdu de temps avec d'autres questions. En quelques secondes, elle m'a guidée dans la cabine climatisée et a mis une bouteille d'eau fraîche dans mes mains. Buvez lentement, m'a-t-elle ordonné. De petites gorgées. Ne buvez pas à grandes goulées. Elle s'appelait Margaret, une éleveuse de bétail dont le ranch se trouvait à une 30aine de kilomètres au sud. Elle se rendait en ville pour des provisions quand elle m'avait aperçue. Pendant que je sirotais l'eau, la sentant me ranimer petit à petit, elle a appelé le 911 depuis son téléphone portable. C'est une tentative de meurtre, a dit Margaret sans détour au répartiteur. La voix du répartiteur crépitait dans le haut-parleur, demandant des détails que je pouvais à peine fournir. Les noms des membres de ma famille sonnaient étranges sur ma langue alors que je les récitais, Brittany Ann Morrison, Linda Kay Morrison, Frank James Morrison, mes propres parents et ma sœur, désormais sujet d'une enquête criminelle. Margaret conduisait avec détermination, la mâchoire serrée. J'ai des filles moi-même, a-t-elle dit. Je n'imagine pas faire une chose pareille à l'une d'elles, enceinte ou non. Votre famille devrait avoir honte. Le centre médical est apparu comme une oasis. Les ambulanciers se sont précipités avec un fauteuil roulant, vérifiant mes signes vitaux alors même qu'ils me poussaient à l'intérieur. Ma tension artérielle était dangereusement élevée. Ma température a atteint près de 39 degrés Celsius. La déshydratation avait progressé plus que je ne l'avais réalisé pendant ces 40 minutes dans le désert. Un médecin m'a examiné minutieusement, surveillant le rythme cardiaque du bébé avec une inquiétude évidente. Vous êtes toutes les deux stables pour le moment, a-t-elle finalement dit. Mais cela aurait pu se terminer très différemment. 1 heure de plus là dehors, peut-être moins, et nous aurions une conversation bien différente. La police est arrivée alors que j'étais encore sous perfusion. 2 officiers, un homme et une femme, tous deux l'air sombre en prenant ma déposition. J'ai tout raconté, de la planification suspecte de l'itinéraire au dernier moment où ils étaient partis en riant. L'expression de la policière s'assombrissait à chaque détail. Avez-vous une idée de l'endroit où ils pourraient être maintenant, a-t-elle demandé. Chez eux, probablement. Nous devions de toute façon rentrer à Phoenix. Ils habitent à Scottsdale. J'ai fourni leur adresse, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. La perfusion intraveineuse m'aidait, ramenant la clarté à mes pensées en même temps que l'hydratation. L'officier masculin est sorti pour passer un appel. Par la porte ouverte, je l'ai entendu se coordonner avec la police de Phoenix. Des mots comme « appréhension » et « accusation de tentative de meurtre » me sont parvenus. Bien. Ils méritaient toutes les conséquences qui les attendaient. Margaret était restée, assise sur une chaise à côté de mon lit comme un ange gardien. « Vous avez un endroit sur où aller après ça ?» a-t-elle demandé doucement. « Parce que sinon, mon mari et moi avons une maison d'amis qui est vide. » La gentillesse de cette étrangère, contrastant avec la cruauté de ma propre famille, a fait céder quelque chose en moi. Les larmes sont venues alors, chaudes et irrépressibles. Margaret m'a tenu la main pendant que je pleurais, n'offrant pas de platitude vide, juste une présence solide. Les heures ont passé dans un flou de surveillance médicale et de questions de la police. Le médecin voulait me garder pour la nuit en observation, préoccupé par les complications potentielles de l'exposition à la chaleur. J'ai accepté volontiers, n'ayant nulle part où aller de toute façon, et certainement aucun désir de retourner à l'appartement que j'avais partagé avec mon désormais ex-petit ami. Le soir est tombé.
Une infirmière m'a apporté le dîner, une nourriture d'hôpital fade qui avait le goût du paradis après l'épreuve. Je picorais un morceau de poulet quand la policière est revenue, son expression soigneusement neutre. Nous avons procédé aux arrestations, a-t-elle dit. Tous les trois. Ils étaient chez vos parents, exactement où vous aviez dit qu'ils seraient. Les officiers ont rapporté qu'ils semblaient choqués de voir la police à leur porte. Ont-ils dit quelque chose? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. La bouche de la policière s'est crispée. Votre sœur a prétendu que ce n'était qu'une blague qui avait mal tourné. Votre mère a dit qu'elle vous donnait une leçon sur le fait de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Votre père a refusé de commenter sans un avocat. Elle a fait une pause. Ils sont tous inculpés de tentative de meurtre, de mise en danger d'enfants et de complot. Le procureur prend cette affaire très au sérieux. Mise en danger d'enfants à cause du bébé. La réalité de la situation, à quel point j'avais failli tout perdre, m'a de nouveau submergé. Il y a autre chose, a poursuivi la policière. Une équipe de télévision locale a eu vent des arrestations. Votre histoire est sur le point de devenir très publique. Mon estomac s'est noué. À quel point public? La journaliste qui a sorti l'affaire a une audience importante. D'ici demain matin, ce sera probablement une nouvelle nationale. Elle avait raison. Au moment où je me suis réveillée le lendemain matin, mon téléphone, que l'hôpital avait chargé pour moi, était inondé d'appels manqués et de messages. Apparemment, Margaret avait donné une interview à un journaliste local, décrivant comment elle m'avait trouvé titubant le long de la route du désert. Le journaliste avait fait le lien avec les arrestations à Scottsdale, et l'histoire avait explosé. Une infirmière m'a aidé à trouver les informations sur la petite télévision de la chambre. C'était là, avec les photos d'identité judiciaire de ma famille et des images de leur maison entourée de camions de presse. Le gros titre annonçait « Une famille accusée d'avoir abandonné une femme enceinte dans le désert ». La journaliste, une femme à l'œil vif nommée Teresa Valdez, n'a pas mâché ses mots dans son reportage. La police dit que la victime, dont nous taisons le nom pour préserver sa vie privée, était enceinte de 6 mois lorsque sa famille l'aurait abandonnée dans une chaleur de 110 degrés, 43 degrés Celsius, sans eau et sans moyen d'appeler à l'aide, a rapporté Teresa. Sans l'intervention d'une bonne samaritaine, les autorités disent que cela aurait pu se terminer en tragédie. Le reportage montrait l'interview de Margaret. Elle parlait simplement de m'avoir trouvé, de l'état dans lequel j'étais, de la proximité de la mort. Ces paroles avaient du poids, le témoignage de quelqu'un sans autre agenda que la vérité. Puis vinrent des images de ma famille. Brittany quittant le poste de police avec son avocat, le visage caché derrière des lunettes de soleil surdimensionnées. Ma mère, l'air hagard et en colère, criant quelque chose sur la persécution médiatique. Mon père, silencieux et le visage de pierre, conduit vers une voiture qui l'attendait. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Ici Teresa Valdez de Channel 8 News. J'espère pouvoir vous parler de votre expérience. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû protéger ma vie privée, mais quelque chose en moi voulait que la vérité soit dite correctement, non pas filtrée par des avocats et des experts en communication. Je vous parlerai, ai-je dit, mais à mes conditions. Teresa est arrivée à l'hôpital moins d'1 heure plus tard, accompagnée d'un seul caméraman. Elle avait accepté de garder mon visage masqué et mon nom privé, se concentrant plutôt sur les faits. L'interview a eu lieu dans une salle de conférence que l'hôpital avait fournie, avec l'approbation de mon médecin et une infirmière présente. Racontez-moi ce qui s'est passé, a dit Teresa, son enregistreur en marche. Dans vos propres mots. Alors je l'ai fait. Chaque détail, de la planification du voyage à ces derniers moments à regarder le SUV disparaître. L'expression de Teresa est restée professionnelle tout du long, mais j'ai vu l'éclair de colère dans ses yeux quand j'ai décrit comment ils avaient jeté la bouteille d'eau vide à mes pieds. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont fait ça, a-t-elle demandé. Ma sœur m'en a toujours voulu. Mes parents l'ont toujours préféré. Quand je suis tombée enceinte, ça leur a donné l'excuse dont ils avaient besoin pour me traiter comme moins qu'humaine. Les mots sont venus plus facilement que prévu. Mais honnêtement,
je ne pense pas que je comprendrai jamais comment des gens peuvent justifier de laisser quelqu'un mourir, que ce soit de la famille ou non. L'interview a été diffusée ce soir-là. Teresa l'avait montée avec soin, ma silhouette était visible, mais mes traits masqués, ma voix légèrement modifiée pour la confidentialité. Mais mes mots étaient clairs, ainsi que le poids émotionnel de ce que j'avais survécu. La réaction a été immédiate et massive. Les réseaux sociaux ont explosé de soutien pour moi et de condamnation pour ma famille. Leurs noms sont devenus une tendance nationale. Les gens ont déterré de vieilles photos, d'anciens messages sur les réseaux sociaux, construisant un récit de dysfonctionnement et de favoritisme qui correspondait parfaitement à tout ce que j'avais décrit. L'employeur de Brittany, une agence de marketing qui se targuait de sa responsabilité d'entreprise, a publié une déclaration la suspendant en attendant l'issue de l'affaire pénale. Les partenaires commerciaux de mon père ont commencé à prendre publiquement leur distance. Le cercle d'amis de ma mère, une collection de femmes de la haute société qui avaient toujours valorisé l'apparence plus que la substance, l'a discrètement retiré de leur liste. Les conséquences se sont multipliées. L'avocat de ma famille a tenu une conférence de presse pour tenter de limiter les dégâts, mais cela s'est retourné contre eux de manière spectaculaire lorsqu'un journaliste a demandé s'il niait m'avoir laissé dans le désert, et l'avocat n'a pu offrir qu'une déclaration vague sur l'attente que tous les faits soient révélés. Pendant ce temps, l'offre de Margaret pour la maison d'amis s'est avérée sincère. Une fois que l'hôpital m'a laissé sortir, elle m'a conduite elle-même à son ranch, m'installant dans un petit espace confortable qui ressemblait plus à un foyer que n'importe quel endroit où j'avais vécu depuis des années. Son mari, un homme tranquille nommé Bill, a aidé à transporter les quelques affaires que j'avais récupérées de mon ancien appartement. « Restez aussi longtemps que vous en aurez besoin », a dit Margaret fermement. Au moins jusqu'à la naissance du bébé. La compagnie nous fera du bien, de toute façon. Le processus judiciaire a suivi son cours. Les tentatives de ma famille pour obtenir une libération sous caution ont été refusées, le procureur arguant qu'il présentait un risque de fuite et un danger potentiel pour moi. Ils sont restés en détention en attendant leur procès, un fait qui m'a apporté plus de soulagement que de satisfaction. Des lettres sont arrivées, transmises par mon avocate. Celle de ma mère était pleine de justifications et de reproches, insistant sur le fait que j'avais surréagi à ce qui n'était censé être qu'une peur inoffensive. Celle de Brittany dégoulinait de remords factices, clairement rédigés par son avocat. Celle de mon père était la plus courte, juste 2 lignes, « Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier. » Je les ai brûlées toutes les 3 sans répondre. Mon avocate, une femme vive nommée Patricia Morale, me tenait au courant de l'avancement de l'affaire. Le procureur veut faire de cette affaire un exemple, a-t-elle expliqué lors d'un de nos appels. Les affaires de mise en danger d'enfants impliquant des enfants à naître ne tiennent pas toujours, mais combinées aux accusations de tentative de meurtre et aux preuves accablantes, ils sont confiants. À quel genre de peine peut-on s'attendre, ai-je demandé. S'ils sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, chacun d'eux pourrait écoper de 15 à 20 ans, voire plus, étant donné la nature préméditée de l'acte. 15 à 20 ans. Mes parents auraient plus de 70 ans à leur sortie. Brittany perdrait ses meilleures années de carrière, sa réputation, tout ce qu'elle avait construit. Une partie de moi se sentait coupable de la sévérité de la situation. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce moment dans le désert, sentant mon bébé donner des coups de pied tout en me demandant si nous allions survivre, et la culpabilité s'est évaporée. La date du procès a été fixée à 3 mois plus tard. En attendant, je me suis concentrée sur la préparation de l'arrivée du bébé. Margaret m'a emmenée au rendez-vous chez le médecin, m'a aidé à aménager une chambre de bébé dans la maison d'amis, offrant le genre de soutien maternel que ma propre mère n'avait jamais offert. Bill a construit un berceau de ses propres mains, refusant tout paiement ou même des remerciements. L'intérêt du public est resté intense. Teresa Valdez a continué à couvrir l'histoire, toujours respectueusement, toujours en protégeant ma vie privée. D'autres journalistes ont essayé de me trouver, mais le ranch de Margaret était suffisamment isolé et elle suffisamment protectrice pour qu'aucun ne réussisse. Mon bébé est arrivé 2 semaines avant le procès. Une fille en bonne santé que j'ai nommée Hope. Margaret et Bill étaient là à l'hôpital, tenant lieu de famille puisque je n'en avais plus. En tenant ma fille pour la première fois,
En voyant son petit visage parfait, j'ai senti les dernières traces de doute sur mes actions se dissoudre. Cette petite vie avait failli être éteinte avant même de commencer, et les responsables méritaient toutes les conséquences qui les attendaient. Les semaines précédant le procès ont apporté des développements inattendus. L'équipe juridique de ma famille a tenté de multiples stratégies pour éviter les poursuites, chacune plus désespérée que la précédente. Leur première démarche a été de demander un changement de lieu, arguant que la couverture médiatique avait rendu un procès équitable impossible à Phoenix. Le juge a refusé, notant que la couverture nationale signifiait qu'aucun lieu ne serait exempt de publicité. Puis sont venues les tentatives de négociation de plaidoyer. Patricia m'a appelé un après-midi, la voix tendue par une colère contenue. Il propose de plaider coupable de mise en danger d'autrui en échange de l'abandon des accusations de tentative de meurtre. Peine réduite pour tous. Mes mains se sont crispées autour du téléphone. Qu'est-ce que cela signifie en termes de temps? Peut-être 3 à 5 ans chacun, possiblement moins avec bonne conduite. Elle a marqué une pause. Le procureur veut savoir ce que vous en pensez. J'ai pensé à Hope, endormie dans son berceau de l'autre côté de la pièce. Aux 40 minutes que j'avais passées, certaine que j'allais mourir. À la préméditation évidente dans ces textos entre Brittany et notre mère. Pas question, ai-je dit fermement. Ils ont planifié ça. Ils méritent d'en subir toutes les conséquences. Le bureau du procureur était d'accord. Ils ont publié une déclaration rejetant l'offre de plaidoyer, citant la gravité du crime et la solidité de leurs preuves. Les avocats de ma famille ont tenu une autre conférence de presse, me dépeignant cette fois comme vindicative et impitoyable. Le public n'y a pas cru. Les détectives des réseaux sociaux avaient été occupés pendant les mois qui ont suivi les arrestations. D'anciens messages des comptes de Britney ont refait surface, montrant un schéma de cruauté déguisé en humour, des captures d'écran où elle se moquait des personnes en surpoids, des mères célibataires, se vantant d'avoir fait virer des employés de service pour des erreurs mineures. Chaque nouvelle révélation érodait la sympathie qu'elle aurait pu susciter. Les amis de ma mère ont commencé à parler aux journalistes, la plupart demandant l'anonymat. Elles ont décrit une femme obsédée par les apparences et le statut, quelqu'un qui voyait ses enfants comme des accessoires pour rehausser sa position sociale plutôt que comme des individus méritant de l'amour. Une ancienne amie a raconté un déjeuner où ma mère avait ouvertement dit qu'elle aurait souhaité que je ne sois jamais née, que Brittany aurait dû être enfant unique. Les affaires de mon père ont également été examinées. Des partenaires ont révélé un schéma de comportement impitoyable, consistant à sacrifier ses subordonnés pour se protéger, à s'attribuer le mérite du travail des autres tout en détournant le blâme pour les échecs. Sa réputation, autrefois solide dans les cercles d'affaires de Phoenix, s'est effondrée sous le poids des témoignages accumulés sur son caractère. Pendant tout ce temps, je suis restée au ranch, enveloppée dans la sécurité que Margaret et Bill m'offraient. Ils m'ont protégée de la pire partie du cirque médiatique, filtrant les appels et renvoyant les journalistes qui parvenaient à trouver la propriété. Bill avait même installé un nouveau portail au bout de leur longue allée, avec un système d'interphone. La chambre de Hope était devenue mon sanctuaire. J'avais peint les murs d'un jaune doux, accroché des rideaux avec de petites étoiles, disposé des peluches sur des étagères que Bill avait construites. Assise dans le rocking chair, nourrissant ma fille, je me sentais déconnectée du cirque qui se déroulait dans les salles d'audience et sur les chaînes d'information. Ça, c'était réel. Le poids d'elle dans mes bras, le son de sa respiration, les petits doigts qui agrippaient les miens avec une force surprenante. Mais la réalité s'est immiscée de manière inattendue. Une cousine que je connaissais à peine m'a contactée via Facebook, s'excusant pour les actions de la famille et offrant son soutien. Elle avait été ostracisée des années auparavant pour avoir épousé quelqu'un que mes parents jugeaient inapproprié, et elle comprenait la douleur de leur rejet. Nous avons commencé à parler régulièrement, créant un lien qui semblait authentique, contrairement à mes liens familiaux d'origine. D'autres parents sont sortis du bois, la plupart voulant se distancer des accusés. Quelques-uns, comme ma cousine, ont offert un soutien sincère. D'autres voulaient juste des ragots ou se positionner favorablement au cas où il y aurait de l'argent à se faire en vendant leurs histoires. J'ai vite appris à distinguer les deux groupes. La couverture continue de Teresa a apporté des opportunités que je n'avais jamais anticipées.
Un agent littéraire m'a contacté pour écrire un livre. Une organisation de défense des droits des victimes m'a invité à prendre la parole lors de leur conférence annuelle. Un réalisateur de documentaire voulait raconter mon histoire en profondeur. J'ai décliné la plupart de ces offres, ne voulant pas exploiter mon traumatisme pour le profit ou l'attention. Mais l'invitation à prendre la parole m'a intriguée. Me tenir devant 200 personnes à la conférence, partager ce que j'avais survécu et comment le système judiciaire avait réagi, m'a semblé puissant d'une manière que je n'attendais pas. Ensuite, des dizaines de personnes m'ont approché avec leurs propres histoires de trahison familiale, de parents qui leur avaient fait du mal de manière subtile ou sévère. La fréquence de ces histoires était déchirante, mais aussi étrangement réconfortante. Je n'étais pas seule dans ce type particulier de douleur. La date du procès approchait. Patricia m'a préparé intensivement pour mon témoignage, passant en revue les questions potentielles que la défense pourrait poser, m'apprenant à rester calme sous un contre-interrogatoire hostile. Nous nous sommes entraînés dans son bureau, son assistant juridique jouant le rôle d'un avocat de la défense agressif, utilisant toutes les salles tactiques qu'ils pouvaient imaginer. Ils essaieront de vous faire paraître vindicative, m'a prévenu Patricia. Ils suggéreront que vous exagérez ce qui s'est passé, que tout n'était qu'un malentendu monté en épingle. Vous devez rester calme, vous en tenir aux faits, et ne pas les laisser vous provoquer à des réponses émotionnelles qui vous feraient paraître instables. La nuit précédant le début du procès, je n'ai pas pu dormir. Margaret s'est assise avec moi dans la cuisine de la maison d'amis, préparant une tisane à la camomille. Aucune de nous n'y a touché. Tu fais ce qu'il faut, a-t-elle dit doucement. Certaines personnes pourraient te dire de pardonner et de passer à autre chose, mais il y a une différence entre le pardon et la responsabilité. Ils doivent faire face à ce qu'ils ont fait. Je n'arrête pas de penser à la façon dont Britney et moi jouions ensemble quand nous étions enfants, ai-je avoué, avant que le ressentiment ne s'installe, avant que nos parents ne nous montent l'une contre l'autre. Il fut un temps où elle était ma meilleure amie. Margaret a tendu la main sur la table, prenant la mienne. Cette petite fille qu'elle était, elle n'existe plus. La femme qui t'a laissée dans ce désert est celle qu'elle a choisi de devenir. Tu ne trahis pas ta sœur en la tenant pour responsable. Tu protèges ta fille et toute autre personne qui pourrait croiser son chemin. Le procès fut un cirque médiatique. Les caméras n'étaient pas autorisées dans la salle d'audience, mais les dessinateurs et les journalistes remplissaient chaque siège disponible. J'y ai assisté tous les jours, opétante avec une baby-sitter au ranch, habillée sobrement et assise derrière la table de l'accusation. Ma famille paraissait diminuer dans leur combinaison orange. Brittany avait perdu du poids, son visage était émacié et pâle. Les cheveux de ma mère étaient devenus plus gris, son expression perpétuellement pincée de colère. Mon père semblait plus vieux, plus petit, l'arrogance que je lui avais toujours associée remplacée par quelque chose de plus proche de la défaite. Le dossier de l'accusation était dévastateur. Ils ont présenté mon témoignage, le récit de Margaret, les dossiers médicaux documentant mon état à mon arrivée à l'hôpital, et des témoins experts qui ont expliqué à quel point j'avais été proche de la mort. Les relevés téléphoniques ont montré que ma famille avait fait des recherches sur l'exposition à la chaleur et la déshydratation dans les semaines précédant le voyage. Des textos entre Britney et notre mère discutaient de lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas. Mon témoignage a duré une journée entière. Le procureur, un homme méthodique nommé James Whitmore, m'a fait revivre chaque détail du voyage. J'ai décrit la phase de planification, à quel point Brittany semblait enthousiaste à l'idée de renouer les liens, comment l'appel personnel de ma mère m'avait convaincu d'accepter malgré mes réserves. Quand avez-vous commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, a demandé James. Quand mon père a insisté pour prendre la route panoramique à travers le désert, ai-je répondu. Brittany l'avait initialement suggéré, mais il était inhabituellement insistant. Mon père déteste conduire dans des zones désertes. Il prend toujours les autoroutes, affirmant qu'elles sont plus efficaces. Le fait qu'il veuille cet itinéraire particulier me semblait étrange. L'avocat de la défense, un homme aux cheveux argentés nommé Robert Callahan, a essayé de me piéger lors du contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai que vous avez eu des conflits avec votre sœur pendant des années, a-t-il demandé, son ton dégoulinant de scepticisme. Oui, je l'admets. Britney me jalouse depuis notre adolescence.
Nos parents la favorisaient, mais elle trouvait quand même des raisons de se sentir menacée par moi. Donc, vous avez un parti pris contre elle, a suggéré Robert. Une motivation pour dépeindre cet incident sous le pire jour possible. J'ai soutenu son regard. J'ai une motivation pour survivre et protéger mon enfant. Les preuves médicales parlent d'elles-mêmes. J'étais sévèrement déshydratée, souffrant d'un coup de chaleur, et ma température corporelle était dangereusement élevée quand Margaret m'a trouvée. Ce sont des faits, pas des interprétations. Robert a essayé différents angles, suggérant que j'avais choisi de m'éloigner de la voiture, que j'avais été difficile pendant le voyage et que ma famille s'était énervée. Chaque tentative a échoué face au poids des preuves, la bouteille d'eau vide avec leurs empreintes digitales, les textos planifiant de me donner une leçon, le fait qu'ils avaient conduit 2 heures pour rentrer chez eux sans prendre de mes nouvelles ni signaler ma disparition. Le témoignage de Margaret a été tout aussi puissant. Elle a décrit m'avoir trouvé titubant le long de la route, clairement en détresse, enceinte, le ventre proéminent sous ma robe de maternité trempée. J'ai vécu en Arizona toute ma vie, a-t-elle dit. Je sais à quoi ressemble un coup de chaleur. Cette jeune femme était peut-être à 1 heure de l'effondrement, peut-être moins. 1 heure de plus, et elle serait morte. La défense a tenté de suggérer que Margaret avait exagéré mon état pour se faire passer pour une héroïne, mais le dossier médical a corroboré chacun de ces mots. Le médecin des urgences a témoigné ensuite, expliquant en détail clinique à quel point ma situation avait été dangereuse, comment le rythme cardiaque du bébé avait montré des signes de détresse, comment mes reins avaient été sur le point de défaillir. Des témoins experts ont expliqué les signes de déshydratation et d'exposition à la chaleur. Un météorologue a confirmé que la température ce jour-là avait atteint 112 degrés Fahrenheit, 44 degrés Celsius, dans la zone où j'avais été abandonnée. Un expert en survie a témoigné qu'une personne moyenne pourrait survivre peut-être 3 heures dans ces conditions sans eau, moins si elle est enceinte en raison des demandes métaboliques accrues. L'accusation a appelé un expert en informatique légale qui avait examiné les téléphones et les ordinateurs de ma famille. Elle a révélé des recherches sur les symptômes du coup de chaleur, combien de temps peut-on survivre sans eau dans le désert, et coup de chaleur chez la femme enceinte. Ces recherches avaient été effectuées par Britney 2 semaines avant le voyage, par ma mère 10 jours avant, et par mon père seulement 3 jours avant. Cela démontre la préméditation, a soutenu James Whitmore lors de sa plaidoirie finale. Les accusés n'ont pas simplement abandonné leurs filles et sœurs dans un moment de colère. Ils ont fait des recherches, ils ont planifié, ils se sont coordonnés. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient et quel serait le résultat probable. La défense a largement reposé sur des témoins de moralité, des gens qui ont témoigné de leur qualité de bons parents et de sœurs merveilleuses. Mais sous le contre-interrogatoire, des fissures sont apparues. Plusieurs ont admis qu'ils n'avaient pas passé beaucoup de temps avec notre famille, que leur connaissance était superficielle. D'autres ont concédé qu'ils n'avaient jamais vu comment ma famille me traitait spécifiquement, seulement comment ils se présentaient en public. Brittany a témoigné pour sa propre défense, une décision risquée qui s'est retournée contre elle de manière spectaculaire. Elle a commencé à pleurer presque immédiatement, affirmant que tout cela n'était qu'un malentendu qui avait dégénéré. Nous allions juste faire le tour du pâté de maison et revenir, a-t-elle insisté. Nous voulions lui faire un peu peur, lui faire nous apprécier davantage. Nous n'avons jamais voulu qu'elle commence vraiment à marcher. Le contre-interrogatoire de James Whitmore a été chirurgical. Si vous aviez l'intention de revenir tout de suite, pourquoi avez-vous conduit 2 heures pour rentrer chez vous? Nous nous sommes laissés emporter par la conversation, nous avons perdu la notion du temps. Vous vous êtes laissé emporter par la conversation pendant 2 heures alors que votre sœur enceinte était bloquée dans le désert? Oui, je veux dire non. Je veux dire, nous pensions qu'elle attendrait près de la voiture. Mais vous aviez pris son téléphone, n'est-ce pas? Vous l'aviez retiré de son sac à main avant de partir. Le visage de Britney est devenu blême. Ce détail n'avait pas été largement rapporté. C'était un accident. Je pensais que c'était mon téléphone. James a produit les 2 téléphones, les a montrés au jury. Celui de Britney avait une coque violette distinctive. Le mien était noir. Un accident, a-t-il répété platement.
Ma mère a refusé de témoigner, invoquant le 5e amendement contre l'auto-incrimination. Mon père a pris la barre, tentant de se présenter comme un parent inquiet essayant d'enseigner à sa fille irresponsable une leçon sur les conséquences. Cela aurait pu fonctionner sans les preuves de ses recherches sur l'exposition à la chaleur et les textos coordonnés avec ma mère et Britney. Pendant une pause dans le témoignage, je suis sortie de la salle d'audience pour prendre l'air. Un groupe de journalistes m'a immédiatement assailli, criant des questions. La sécurité s'est interposée, mais j'ai levé la main. Je vais faire une seule déclaration, ai-je dit. Les caméras se sont braquées. Les microphones se sont tendus vers moi. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je peux pardonner à ma famille. Si je pense que la punition est trop sévère, si je me sens coupable de ce qui leur arrive. La réponse est non à toutes ces questions. Ils ont fait des recherches sur la façon de me tuer potentiellement. Ils l'ont planifié. Ils ont exécuté ce plan. Ils sont partis en riant pendant que j'étais là, enceinte et terrifiée, sous une chaleur mortelle. La seule chose dont je me sens coupable, c'est de ne pas avoir reconnu leur capacité à la cruauté plus tôt. Merci. Je suis retournée à l'intérieur avant que quiconque puisse poser d'autres questions. Patricia attendait, un petit sourire aux lèvres. C'était parfait, a-t-elle dit. Clair, sans émotion, dévastateur. Les délibérations du jury ont duré plus longtemps que prévu. 6 heures se sont transformées en 8, puis en 10. J'ai attendu dans une petite salle de conférence que le palais de justice avait mise à disposition, Patricia m'apportant des nouvelles dès qu'elle en avait. Margaret et Bill étaient venus pour le verdict, assis avec moi dans un silence de soutien. Finalement, la nouvelle est tombée. Le jury avait atteint un verdict. Nous sommes retournés dans la salle d'audience, mes jambes tremblant malgré tous mes efforts pour rester calme. Ma famille avait l'air terrifiée. Brittany pleurait ouvertement, le visage de ma mère était figé par la peur, les mains de mon père tremblaient visiblement. La présidente du jury s'est levée, une femme noire d'âge moyen aux yeux bienveillants qui se sont durcis en regardant la table de la défense. Sur le chef d'accusation de tentative de meurtre au 1er degré, nous déclarons l'accusé, Brittany Ann Morrison, coupable. Le cri de Brittany a résonné dans la salle d'audience. Le juge a appelé à l'ordre. La présidente a continué à lire les verdicts. Coupable. Sur chaque chef d'accusation, pour les 3 accusés. Mise en danger d'enfant, complot, mise en danger d'autrui entraînant des lésions corporelles. Ma mère s'est évanouie. Les officiers de justice se sont précipités pour l'assister tandis que le juge ordonnait une suspension d'audience. Lorsque les débats ont repris, ma mère était assise avec un sac en papier, hyperventilant dedans. Brittany regardait fixement devant elle, le choc évident sur son visage. Seul mon père maintenait une certaine contenance, bien que sa mâchoire soit si serrée que je pouvais voir les muscles saillir. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. La juge, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux grisaciers et à l'expression qui pouvait couper du verre, n'a montré aucune pitié. Elle s'est adressée directement à ma famille avant de prononcer la sentence, ses mots mesurés et froids. Vous avez comploté pour abandonner votre propre fille et sœur dans des conditions que vous saviez potentiellement mortelles. Vous l'avez laissée enceinte, vulnérable et terrifiée. Vous n'avez montré aucun remords, seulement de l'inquiétude pour votre propre réputation une fois pris. Ce tribunal trouve vos actions répréhensibles au-delà de toute mesure. Mon père a été condamné à 18 ans. Ma mère à 16. Brittany, bien que plus jeune, a reçu 20 ans en raison des preuves montrant qu'elle avait été la principale instigatrice. Des appels ont été immédiatement promis, mais Patricia m'a assuré qu'ils échoueraient probablement, étant donné la solidité du dossier. En sortant de ce palais de justice, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. La justice n'avait pas effacé ce qui s'était passé, mais elle l'avait validé. Le monde avait examiné les preuves et convenu que ce qu'ils avaient fait était impardonnable. Teresa Valdez m'a rattrapé sur les marches du palais de justice, caméra éteinte, juste 2 femmes qui parlaient. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé. Comme si je pouvais enfin respirer, ai-je admis.
Comme si le monde n'était peut-être pas aussi cruel qu'il le paraissait ce jour-là dans le désert. L'attention médiatique n'a pas diminué immédiatement après la condamnation. Pendant des semaines, des articles d'opinion ont débattu de la loyauté familiale contre la responsabilité, la plupart des commentateurs se rangeant fermement de mon côté. Quelques voix contraires ont soutenu que j'aurais dû accepter l'accord de plaidoyer, que des peines de prison de plus de 15 ans étaient excessives. Ces voix ont été rapidement étouffées par la majorité qui comprenait la gravité de ce que ma famille avait fait. Les conséquences financières ont également frappé durement ma famille. L'entreprise de mon père s'est effondrée quelques mois après sa condamnation. Les partenaires se sont retirés, les clients ont fui, et la société qu'il avait bâtie en 30 ans s'est dissoute dans la faillite. Le statut social soigneusement cultivé de ma mère s'est évaporé du jour au lendemain. Le country club a révoqué son adhésion. Ses postes au sein de conseils d'administration caritatifs ont été discrètement réattribués à d'autres. Le fiancé de Brittany a rompu leur fiançailles par l'intermédiaire de son avocat, citant des circonstances inconciliables. Leur maison a été mise en vente pour payer les frais de justice. Je suis passé devant une fois, voyant le panneau de saisie planté sur la pelouse où ma mère avait autrefois été obsédée par les rosiers. Les fenêtres étaient sombres, l'allée vide. Les voisins avaient également mis leur propre maison sur le marché, ne voulant pas vivre dans une rue célèbre pour abriter des auteurs de tentatives de meurtre. Margaret a suggéré que je pourrais me sentir coupable de voir leur vie s'effondrer, mais je ne ressentais rien. Peut-être que cela me rendait froide, mais j'avais passé trop d'années à me soucier de gens qui ne s'étaient jamais souciés de moi. Ils avaient joué ma vie et celle de ma fille sur une blague cruelle, et maintenant ils en payaient le prix. Cela me semblait être une simple relation de cause à effet plutôt qu'une vengeance. Les premiers mots de Hope furent « Maman » et « Maggie », en montrant Margaret avec un babillage ravi. La voir grandir dans un environnement rempli d'amour sincère plutôt que de compétition toxique m'a montré ce que pouvait être une famille. Bill lui a appris à ramasser les œufs des poules. Margaret lui chantait des berceuses en espagnol, une langue qu'elle avait apprise de sa propre grand-mère. C'est ce que les enfants méritent, la stabilité, l'affection, la sécurité. La vie a continué. Hope a grandi, franchissant des étapes qui remplissaient les albums photos de Margaret aussi bien qu'ils auraient rempli ceux d'une grand-mère. Bill m'a appris le travail du ranch, me donnant un but et un revenu pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes. La maison d'amis est officiellement devenue la mienne lorsque Margaret et Bill ont insisté pour me céder l'acte de propriété, prétendant qu'ils ne l'utiliseraient jamais de toute façon, et que je l'avais mérité. Les années ont passé. Hope a commencé la maternelle, une enfant brillante et heureuse qui ne savait rien de l'obscurité qui avait précédé sa naissance. Margaret et Bill sont devenus, Mamie Maggie, et Papy Bill, les seuls grands-parents dont elle aurait jamais besoin. Parfois, je pensais à ma famille, enfermée dans leurs prisons respectives. Les appels avaient échoué, comme prévu. Brittany aurait trouvé la religion, envoyant des lettres par des intermédiaires que je n'ai jamais ouvertes. Ma mère avait des problèmes de santé, des complications dues au stress. Selon les reportages, mon père a simplement disparu dans le système, ne faisant plus la une des journaux ni ne cherchant l'attention. Je ne ressentais aucune satisfaction dans leur souffrance, mais aucune culpabilité non plus. Ils avaient fait leur choix ce jour-là dans le désert. Les conséquences n'étaient que le résultat naturel de leurs actes. Pour le 7e anniversaire de Hope, nous avons organisé une fête au ranch. Les enfants de son école couraient partout sur la propriété pendant que les parents discutaient autour d'un gâteau et d'une limonade. Margaret et Bill rayonnaient de fierté de grands-parents. Teresa Valdez, qui était devenue une véritable amie au fil des ans, a aidé à organiser les jeux. Debout sur le porche, regardant ma fille rire avec ses amis, j'ai pensé à ce moment dans le désert où je lui avais promis que nous survivrions. Nous avions fait plus que survivre. Nous avions construit une vie, trouvé une famille dans des endroits inattendus, et créé quelque chose de bon à partir de quelque chose de terrible. Les cicatrices sont restées. Je ne supporte toujours pas la chaleur extrême sans anxiété. Les voyages en voiture en famille sont à jamais empoisonnés. La confiance est difficile à accorder, étendue avec prudence, voire pas du tout. Mais j'étais en vie. Hope s'épanouissait.
Et les personnes qui avaient essayé de nous détruire payaient le prix qu'elles avaient mérité.